Bonjour. Parlez français? Ouais. 55 ans j'étais là. 55 ans? Ouais. C'est vrai? Ah ouais? Eh oui. C'est trop bien. Et vous êtes... Pas du tout, j'étais pas là il y a 55 ans malheureusement. Non. Eh bien c'est bien. C'est une belle réalisation. Exactement. En tout cas, Au revoir. enchanté monsieur. Courage à vous. Au revoir. Au revoir. Si par malheur on rentrait dans ce resto avec une coiffe, on entend des chapeaux, et les cuillères et tout le bazar de toute la salle. Interprétation un peu rapide de Fred. Il a dit qu'il voulait. Alors ici, vous avez... Oui, bien sûr. Mais on sera ici. Et le premier rendez-vous sera ici. Il y aura ici la liste des maisons qui sont ouvertes. Et alors là, il faut aller directement à la relation des États-Unis. Oui, parce que les parcs démarrent. Alors, je vous donne les tickets. D'accord. On verra où sera ici.
non. Non. Ici. Ici, vous avez la liste des observations du oui, mais les apports, vous n'avez pas besoin. Ce monde, et en bleu, c'est de réservation. Et après, c'est ça. Oui, alors, on avait C'est cher par rapport à tout. T'avais la pièce de rechange? Oh, c'est ouf. Il est qui à faire au Maroc? Tu vis le Maroc? Oui, il est Maroc. On est à l'extérieur? Derrière?
Ah, je reconnais les provinces de France. Alors maintenant, il y a Digicode. Hein. Il n'est plus possible de rentrer comme ça. Et à gauche, il doit y avoir la principauté de Monaco. Toujours les provinces. Voilà, et sur la gauche, ici, la maison de Monaco de Michel Porte-Enseigne. Ici, c'est la fondation hellénique. Les colonnes. Et voici la maison de Monaco. Et là, la maison de la Tunisie. Une des premières avant la nouvelle. À gauche, il doit y avoir Dutch de la Meurtre. Fondation hellénique. Et au loin, la nouvelle maison de la Tunisie. Pourtant, il peut être à l'aise, mais il peut réciter de manière trop coincée. Enfin, pas assez d'enthousiasme. Oui, peut-être ça faisait automatique, entre guillemets, peut-être qu'en faisant le mot qui a bien travaillé. C'est ce que je me dis ou pas?
Bình thường tớ sẽ nói chuyện như vậy á, cái cách nói chuyện như vậy nhưng mà tại nó chơi chung với cái đám hay sân si nhiều chuyện nhiều quá. Thế thì chị thấy không phải không chết. Em chơi, chị tìm lại nhắn có lâu chưa? حوالي 50,000 يورو. الراجل بتاع كل سنة بيشتري. Sorry for waiting. Non è importante quello. Voilà, que je regarde l'heure. Hein. Regarde-moi. Peut-être que c'est la dernière minute.
y a des mecs qui sortent, ils le faisaient. Si on met le chauffage tout de suite. Commencer avec ça, on est reparti. C'est vrai. Oui, alors juste pour me présenter, je suis Luca Lossi, je suis géographe et architecte. J'enseigne dans plusieurs écoles d'architecture et d'ingénieurs. Et je fais des visites ici à la cité depuis quelques années maintenant. Et aujourd'hui, pour les journées du patrimoine, en général, les visites font 2 heures. Et on voit à peu près le même nombre de maisons. Voilà. Donc je vais essayer d'être... je ne sais pas si vous êtes très pressé. On risque de déborder un peu. Ça vous va si on déborde un peu? Voilà. Bon. Parce que je vais avoir vraiment du mal à faire ça en 1 heure quand même. Mais bon, après, je vous donnerai l'essentiel avant. Pour ceux qui partent après, c'est pas dramatique. Donc, on va commencer. Je commence par là en général, quand on va voir les 2 maisons, de la Dutch et de la Méaz, qui est un acronyme pas terrible, mais on fera avec. Et parce qu'on se retrouve en fait face à 3 personnages. Il y en a 2 ici, mais il y en a un derrière aussi. 3 personnages importants dans la création de la cité universitaire. Donc on a d'un côté Paul Appel, recteur de l'Académie de Paris, Émile Dutch de la Meuse, donc du nom de la première, des premières constructions, des premières maisons des étudiants de la cité, qui est donc ici, c'est pas dit, mais c'était un philanthrope de l'industrie du pétrole, les huiles Jupiter, donc qui va devenir après Shell. Et de l'autre côté, vous avez André Honorat, qui sera lui, pas très longtemps, le ministre de l'Instruction, non pas de l'Éducation, pas mal de choses. Et ces 3 personnes vont se retrouver par le hasard des choses, si on veut. Et puis, si on veut, c'est pas vraiment un hasard, puisqu'en fait, ils vont se retrouver
tout juste après la guerre, la Première Guerre mondiale, dans des institutions dites pacifistes autour de la SDN, des institutions pour la plupart organisées autour de certains riches mécènes et philanthropes américains. On pense à Carnegie, à Rockefeller, qui va être un gros financeur ici à la Cité, puisqu'il sera aussi à l'origine de ce bâtiment, de la Maison internationale, ainsi que, évidemment, de la Maison de l'Amérique, des États-Unis. On verra qu'il y a une sorte intéressante à ce sujet. Que je n'ai pas dit à la première balade, mais je pense qu'il faudra un petit moment pour en parler. Cette initiative donc, de ces 3 personnes qui vont se rencontrer autour du premier mécène finalement de la Cité, et donc Emil Deutsch, qui va le faire aussi dans l'idée à la fois pour feu sa femme, on va dire, un peu comme un rappel à sa femme, et en même temps pour des questions voilà, de vision pacifiste de la France de l'après-guerre. Cette idée d'un lieu où les étudiants viendraient échanger, vivre ensemble, tout en étant à l'université, dans cette idée de par ces échanges, par ces rencontres, éviter un second épisode survient. Voilà. Puisqu'il y a pas un deuxième épisode. Et donc, géographiquement, on va revenir avant de revenir à la création même de la Cité. Géographiquement, on est sur ce qu'on a appelé les enceintes entières, qui est une enceinte défensive qui faisait le tour de Paris, 34 km, et qui a été construite en 1840 et 1944, à peu près 95 bastions, et 59 portes, je crois. Et quand viendra donc l'invasion de la Prusse, qui démontrera que cette enceinte n'a pas beaucoup d'intérêt, au regard évidemment de l'évolution des techniques militaires, qui montrera que l'enceinte ne peut plus avoir cet effet-là, du moins c'est défensif. Il aura d'autres problématiques, mais après cette invasion, donc, depuis la Commune en particulier, va être décidé d'en changer sa destination, et donc de la transférer bien public si vous voulez. Et pour cela, plusieurs propositions vont être faites par des institutions. On pense au musée social, qui va vouloir en faire une enceinte d'espace sportif, d'espace à la fois récréatif et naturel, loisir, et puis d'autres vont vouloir, des institutions religieuses vont vouloir aussi des lieux en particulier, et à ce moment-là va être proposé à travers ces trois personnages la création d'un haut lieu pour les étudiants du monde entier. Il faut savoir qu'avant la Première Guerre mondiale, Paris était connu pour être un peu une capitale capitale estudiantine, si vous voulez, bien que reconnue aussi comme étant une ville pas évidente pour habiter, pour que les étudiants puissent étudier, cher, avec des espaces exigus, voilà. Et c'était quand même essentiellement des institutions religieuses qui permettaient à des étudiants de pouvoir étudier. Un élément important, c'est que va être donc décidé, aidé par le mécène Deutsch de la Meurthe, de s'installer entre les 3 bastions, le 81 au 83, donc sur un espace de 9 hectares pour commencer, puis progressivement dans l'histoire on va monter jusqu'à 44 hectares. Voilà. Et ce sera donc la ville de Paris qui va faire comment on appelle ça, le terrassement, et ensuite c'est à la cité de construire ces maisons, ou les pays en particulier, qui viendront nombreux s'installer ici. Entre autres, on commencera par le Canada, les Britanniques, les Canadiens, l'Argentine, qui vont vouloir s'installer assez vite sur ce lieu. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, de la particularité de ce lieu, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que c'est un lieu où il n'y a pas de lieu pour étudier. C'est vraiment, c'est ça aussi, c'est l'aspect unique de ce lieu, c'est que c'est un lieu où il n'y a pas d'espace de classe, de
de cours, en fait. C'est vraiment un lieu uniquement d'habitation, avec des services, pour les étudiants. Et en même temps, il n'y a pas de lieu cultuel. Ça, c'était très important. Aucun lieu cultuel dans la cité. On verra qu'il y a eu quelques aménagements à proximité, quand même. Et un autre élément aussi, qui fait partie justement de cette idée de mixité ou d'échange entre les étudiants, c'est que chaque maison devait laisser un tiers de ses espaces, un tiers de ses lits, si vous voulez, à d'autres nationalités. Voilà. C'était l'obligation. Puis progressivement, dans l'évolution de la cité, avec la création de la Maison internationale, qui arrivera en 1936, financée par Rockefeller, entre autres, on verra qu'il y a des choses intéressantes à ce sujet. La restauration, qui était au départ dévolue à chaque maison, enfin en tout cas aux toutes premières, va être transférée à la maison principale, dans cette idée aussi d'inciter à l'échange autour justement de ce moment des repas. Et parce qu'en fait, l'idée c'était évidemment que chaque maison ne vive pas autour de sa cantine, si vous voulez, et l'idée c'était donc de forcer ces échanges. Ce que je vous propose, c'est d'y aller, de voir déjà le premier ensemble, et je vous parlerai évidemment de tout ce qu'il y a autour de Alors, regardez bien qui est l'architecte de cette maison. Elle a un lien avec les autres qu'on va voir justement après. C'est Lucien Beckmann. Au niveau de l'isolation thermique. Et... Ah, c'est terrible. Ça devait être terrible. Ah bah l'hiver c'est froid. Mais bon, vu que c'était bâtiment protégé. Donc je reviens sur la création de la cité. C'est le premier ensemble de la cité qui a d'abord qu'on ne retrouvera pas évidemment. Pourquoi je dis évidemment. Dans le reste de la cité, mais en fait les principes vont être ceux de la cité. Ces principes, évidemment, c'est ce rapport entre espace habité et espace dit récréatif, de loisirs, naturel. Où là on voit bien que la part de l'espace libre, de l'open space, tout le monde dirait en anglais, sont importants, et finalement c'est un peu ça qu'on va garder pour l'ensemble de la cité. C'est-à-dire environ un tiers construit et tout le reste pour l'espace vert. Ce qui explique d'ailleurs quand vous regardez le dessin du parc, toutes les maisons se trouvent aux abords et au milieu, le cœur, on va dire, vert, de verdure est préservé. Et il n'est évidemment pas question de construire sur cet espace. C'est pour ça qu'on va retrouver aujourd'hui cette troisième phase de la cité. Il y a eu trois phases. Il y a eu la première entre ce moment où ils ont construit ce qu'on va appeler le Vilo de la Dutch, ensuite jusqu'aux années 40, début de la guerre finalement, il faudra attendre 45-46 pour la deuxième phase, jusqu'en 69. La dernière maison étant celle qui est en réhabilitation là en ce moment, qui est la maison dite de l'Iran ou la maison Avicenne, qui a été, dont la restauration a été financée par la RIVP. Et ensuite la troisième, c'est celle dans laquelle on vit actuellement et qui a été possible par un schéma directeur de Bruno Fortier en particulier et aussi par un changement du PLU dans le cadre d'urbanisme parisien qui va permettre de construire aux abords du périphérique. Voilà. Au départ, juste avant, ce n'était pas possible, et ce qui permettra de créer de nouveaux espaces à la construction et de permettre à 10 nouvelles maisons de pouvoir s'installer aux abords de la cité, sachant qu'après, il n'y en aura plus aucune. Ça se bouscule ? Alors quand je dis 10 nouvelles maisons, il y a aussi, par exemple, si on prend la Tunisie, c'est une deuxième maison du pays. Mais après, il y a des pays aussi qui n'ont jamais eu de maison, comme l'Égypte, même s'il était prévu qu'elle y soit déjà dès les années 20, ça ne vous trompe pas.
Il y a évidemment la Corée, grand pays, la Chine, voilà. Donc on va voir tous les trois grands. Et la francophonie, l'Île-de-France, qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs, pour certains d'entre nous. Voilà. Donc là je vais revenir sur la création de cette cité en particulier, cette petite cité qui sera la première. Lucien Beckmann, dont vous avez vu une de ses œuvres dans les années 50 tout à l'heure, juste en passant, et il va être un peu l'architecte de cet ensemble. Un ensemble qui fait référence à la cité-jardin, ou plutôt à d'autres références aujourd'hui qu'on aurait, c'est Oxford, Angleterre, voilà, des choses qu'on va lui reprocher par ailleurs. Pour une première maison dite française, si on veut, la présence de la cité, hein, on va lui reprocher de faire, d'avoir, disons, un style un peu trop britannique dans l'architecture. Lui, il va s'en défendre en expliquant qu'il y a beaucoup de choses qui remontent, qui sont des inspirations du Moyen-Âge français, avec la présence de ce beffroi plutôt flamand, architecture flamande, bien qu'il va arriver un peu plus tard, dans le projet. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que sans le beffroi, cet espace paraît bien petit, bien modeste, au regard de ce que veulent faire les Américains à côté, par exemple. Vous voyez, donc il va falloir voilà, relever un peu le niveau à ce sujet. Donc on a ici cet ensemble, avec cet ensemble central qui sera la première maison, et puis on aura une dévolue aux étudiantes et le reste aux étudiants. Et ça va le rester jusqu'à les années 60. Autre chose, Lucien Beckmann donc va proposer ce plan qu'on ne reproduira plus, à part, comme je l'ai dit, dans cette idée d'ensemble, parce qu'il n'y a pas assez d'étudiants à l'hectare avec ce système à la cité-jardin. Ce que je n'ai pas dit, évidemment, là je passe un peu trop vite parce que finalement on est un peu court sur le temps, mais il y a des références, comme on l'a dit, comme je l'ai dit, à la cité-jardin, parce qu'on est dans une période justement de fort développement de ce type d'urbanisme, hein, de l'après-guerre. Ça a commencé un peu avant, mais on peut le dire, avant la guerre et jusque dans les années 30. On a évidemment les cités de Suresnes, de Stein, vous voyez, tous ces cités-jardins qui sont en fait comment dire, un transfert hein, du modèle britannique par des acteurs comme Georges Benoît Lévy, par exemple, qui va traduire le livre d'Ebenezer Howard, qu'on appelle le père de la cité-jardin britannique. Et cette idée, évidemment, c'est l'idée d'un espace habité, mais avec beaucoup d'espaces verts, une organisation, voilà, souvent un peu éloignée des grandes villes, qui apporte lumière, de l'air, et évidemment le peu de pollution possible. Il faut dire aussi que le lieu s'y prête bien, on est quand même sur une butte qui donne en fait sur Paris, si vous voulez, et qui en plus a cet avantage d'être dans la ligne de chemin de fer de Sceaux, qui aujourd'hui est le RERB, qui donne sur la Sorbonne. Vous voyez, c'est parfait, voilà, entre autres. Évidemment très venteux, très, de par sa position sur la colline. Lucien Beckmann, on pourra continuer à l'intérieur parce qu'il va être aussi un peu aux prémices des premiers plans pour la maison internationale et un peu le candidat malheureux, voilà, pour ce projet. Donc on va voir ça à l'intérieur en même temps pour vous montrer comment ça s'organise. Donc ici, vous êtes dans ce qu'on va retrouver finalement dans toutes les maisons, du moins des deux premières périodes de la cité. C'est un peu le théâtre, c'est la salle commune.
et où on retrouve constamment, du moins dans les deux premières périodes, un instrument. Alors, il y en aura d'autres, mais c'est surtout celui-là, et le piano. Un peu le roi des instruments. On retrouve dans toutes les maisons de cette période. Je vous l'ai dit, hein, il y avait 3 périodes maintenant sur la cité. Mais 3 périodes ne veulent pas dire qu'il y a 3 mouvements architecturaux différents. Puisque, effectivement, c'est ce qu'on imagine quand on regarde un peu les maisons. Hein. Si vous regardez la franco-britannique, si vous regardez l'américaine, si vous regardez même d'autres maisons de cette première période, on imagine qu'on est plutôt sur du mouvement régionaliste. Or, il existe déjà dans les années 30 quelques maisons qui ont un peu aux prémices du mouvement moderne. Je pense évidemment à la Fondation Suisse, voilà, et donc de Corbusier, 1963, et qui voilà, déjà prend le pas sur ce qu'on va voir pour la suite, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'empêchera pas, après la Seconde Guerre mondiale, d'avoir des maisons aussi qui reprennent un type architectural transporté sur le pays d'origine. Parce que chaque maison, enfin chaque pays, ou chaque, il y a à peu près 28 maisons de pays, pour 46 maisons au total, n'ont pas l'obligation d'avoir leur propre architecte. Ils peuvent demander à avoir un architecte d'ici, de la France. On pense, on verra pour le NEAS, mais on pense évidemment à M. Beckmann, qui est aussi un architecte qui peut aussi s'occuper avec d'autres du jardin. Mais on a par exemple Jean Sebag pour la Tunisie, pas la actuelle mais l'ancienne, on a Albert Laprade pour Agro de Grancher, entre autres, et la maison de Cuba, on appelle comme ça, communément. Des acteurs, des architectes plutôt d'ici, et puis d'autres qui feront appel à leurs propres architectes pour Saint-Denis, ou même à la maison néerlandaise. Israël, peut-être par donc ici, là aussi, il va se défendre, le fait qu'on considère qu'il est dans une architecture plutôt héritée de l'Angleterre, là par exemple, il va dire que on est plutôt dans un héritage normand, voilà, en termes d'architecture, de ce salon de la cathédrale en coque de bateau inversé. Évidemment, au niveau structurel, on est quand même sur un gros financement, mais qui n'est pas non plus très important. Donc il nécessitera aussi quelques arrangements avec les apparences. Ici, par exemple, derrière ces piliers en bois, c'est pas du massif, il y a de l'acier. Voilà, donc c'est dégagé. Bon, après, je ne sais pas trop ce qu'il en est des fenêtres, mais vous remarquerez que c'est plutôt de la vitre pleine, et en fait, les carreaux sont vraiment des grands. Je ne sais pas si c'est comme ça des beaux parts, mais je sais qu'après la Seconde Guerre mondiale, les choses vont un peu évoluer dans ce sujet. On en discutera aussi de la Seconde Guerre mondiale, parce que ces grands événements vont avoir un impact très important sur la vie de la cité, et même des événements, je ne vais pas dire au regard de la Seconde Guerre mondiale par exemple, en 1968, qui vont aussi avoir des effets sur la cité. Donc qu'est-ce que je disais par rapport à ça? Donc Lucien Beckmann va aussi donc être un peu l'architecte en chef, conseil finalement de la cité, mais plutôt après un moment, comment dire, un moment un peu malheureux pour lui finalement, puisque quand on va lui proposer de construire, enfin du moins de dessiner la maison internationale, qui va être financée par Rockefeller, qui sera évidemment à l'époque à l'origine de plusieurs grands projets de rénovation, de réhabilitation. On pense évidemment à la cathédrale de Reims, on pense au château de Fontainebleau, et en particulier. Et le château de Fontainebleau est important puisque quand Lucien Beckmann va proposer un projet pour la maison internationale, il va proposer ceci. Alors Lucien Beckmann, pour vous rappeler
qui c'est, qui n'est pas forcément très connu pour tout le monde. Pardon. C'est un jeune homme qui est connu pour avoir fait l'hôpital Rothschild à Paris. Donc il est dans un milieu plutôt, voilà, plutôt assez connu, plutôt parisien, plutôt connu. Ça c'est Lucien Beckmann. Il est connu pour avoir fait ce bâtiment-là, qui est dans le 12e, à Picpus. Le 12e ou celui de... 12e. 12e. Est-ce que vous voulez qu'on vienne on peut déplacer, hein. Si vous voulez là, vous déplacez. Pardon. Voilà, à la Méas, il y a 3 histoires quand même. Il est connu aussi. Bon, après, c'est vrai, après, il a fait aussi une station de métro en particulier. Et puis, il a proposé ceci. Il a proposé ceci comme premier modèle de la. Oui, excusez-moi. Vous voyez, on est quand même assez loin de ce qu'on va avoir aujourd'hui, mais vous verrez que l'histoire est assez intéressante. On regarde. Donc là, on est sur quelque chose à la française, hein, c'est précisé comme tel. Plus Versailles. Ouais, oui, c'est vrai, effectivement, tout à fait. Et après, six propositions, très coûteuses, pour la plupart, c'est aussi pour ça. Rockefeller, lui, qui est quand même le premier investisseur pour la cité, il faut savoir qu'ils auront fait des voyages aux États-Unis pour voir un peu ce modèle de la maison internationale qu'on va retrouver dans toutes les grandes universités. C'est ça le modèle en fait, vérité. Mais Rockefeller, lui, va préférer un modèle plus français, qui sera donc celle qu'on connaît aujourd'hui. Hein. C'est évidemment, mais alors c'est la référence à un château pour lequel il aura investi énormément pour sa rénovation. C'est évidemment Fontainebleau. Mais là où ça va... Alors, Lucien Beckmann va se retrouver dehors, et ça va être un architecte américain, Frederick Larson, qui va reprendre le projet, et donc dessiner ceci. Voilà. Et Lucien Beckmann va se retrouver donc un peu architecte conseil, et on va lui offrir la possibilité de dessiner les 2 pavillons qui sont à l'entrée. Voilà, un peu comme une sorte de dédommagement. Et là où ça va grincer des dents dans la presse française, c'est que il va faire cette maison en 18 mois, avec plus de 2000 ouvriers sur 18 mois. Mais comment il peut faire ça dans un prix extrêmement contenu, un tarif? Parce qu'il va mettre en place une structure en acier, où en fait, finalement, la brique, la pierre, n'est là que pour le parement, pour le visuel. Enfin, le visuel, voilà, c'est ça. Et ça va beaucoup faire jaser dans la presse spécialisée. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est un style français, mais construit à l'américaine. Voilà. C'était juste un point pour ça. Donc, on va, après qu'on aura construit, il faut savoir qu'ici, ce que je n'ai pas dit, des fois je me trompe toujours avec la précédente balade, alors excusez-moi, j'essaie de faire court, mais c'est pas évident. C'est qu'on va construire donc sur ces bastions qui, depuis quelques décennies déjà, partageaient l'espace avec d'autres populations qu'on va appeler les zonards. Voilà. Des populations, des chiffonniers qui venaient travailler à Paris, qui s'installaient comme dans ce qu'on appelle dans un bidonville, et qui vont rester au moins jusqu'au moment où le périph' va être construit, hein. Bon, même s'ils vont partir progressivement, ce qui fait que les étudiants vont habiter un peu en proximité de ces populations. Je crois que j'ai une photo qui est pas mal. On voit la Dutch avec la présence de ces zonards. Jusque dans les années 30, hein, à peu près. Et progressivement, la cité va récupérer des terrains. On va commencer à 9 hectares, on va monter à 15, 20, 40. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 40. Même si l'arrivée du périph' va prendre de manière un peu brutale une grosse bande de 60 mètres de large sur la cité internationale, globalement, on va retrouver un peu le terrain qu'il va avoir par la suite. Et donc cette organisation qu'on a ici à la Dutch, on ne va pas la retrouver par la suite pour des questions
à la fois financière, mais aussi parce qu'on n'a pas assez d'étudiants à l'hectare. C'est pour ça que vous verrez, quand on va aller jusqu'à la Méaz, plutôt des maisons faites d'un seul bloc, c'est-à-dire des maisons avec des hauteurs qui vont être calquées sur l'urbanisme parisien, voilà. Avec des prospects par rapport à la rue, par rapport aux ruelles, calqués évidemment, sur ce qu'on n'appelait pas encore le PLU, évidemment. Et c'est ce qui implique aussi ce rapport avec les règles d'urbanisme parisien. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne reverra pas ce type de choses par la suite, même si on gardera l'esprit par cette présence du parc au centre et puis les maisons qui se construisent autour. Au départ, justement, et après on passera le long du chemin, on verra d'autres maisons, au départ, il était prévu un parc à l'anglaise, ne le dirons pas comme ça, mais avec ce côté un peu faussement aléatoire de la nature, surtout organisé par des activités sportives. Puis dans les années 30, avec Jean-Claude Nicolas Forestier, Azéma et Michel Buchmann, qui sera derrière, va plutôt proposer quelque chose qui va ressembler à ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire un jardin à la française, avec, alors française, c'est pas le nôtre non plus, mais avec cette idée de grands axes, de grandes perspectives, de grandes pelouses, de grands espaces comme ça, avec plus de 400, je crois qu'il y a à peu près 400 types d'arbres puissants qui viendront de tous ces pays d'où viennent finalement les étudiants. C'est les questions. Et surtout avant la guerre, et puis elle va garder à peu près sa taille qu'elle a aujourd'hui, bien que le périphérique passant par là va lui en prendre un petit morceau, non négligeable, par ailleurs. Donc oui, on est aux alentours de plus d'une quarantaine d'hectares aujourd'hui. Et c'était comme ça dès le départ? Non, c'est 9, on a commencé avec 9. 9, c'est ça, donc ça a vraiment commencé à augmenter par la suite. Avec D'accord. l'arrivée de nouveaux pays. Très très vite, les pays ont été motivés à venir ici, construire leur maison. L'Argentine, comme dit, oui, les Américains en particulier. Américains qui d'ailleurs a une particularité, c'est que c'est la seule maison à avoir une porte sur le boulevard. La seule. Il y a le Maroc, mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même un sas entre le boulevard et la maison. Par en face, c'est les Américains qui tenaient absolument, Rockefeller en particulier, tenaient absolument à avoir un accès privilégié sur le boulevard, ne voyant pas l'intérêt de devoir rentrer aussi parce que c'est les premiers mécènes par ailleurs, donc on ne peut pas leur dire non plus, pas tout. Et ce qui est intéressant, c'est parce que justement il y avait cette organisation un peu comme un village fermé à l'espace extérieur, c'est-à-dire que l'idée c'est de rentrer dans cette petite cité et non pas d'avoir des entrées par les côtés, mais on entrait par quelques portes, c'est toujours le cas aujourd'hui. D'ailleurs le terrain, le jardin est toujours celui d'un parc public, tout le monde peut y entrer, en sortir, il y a des horaires évidemment, comme un parc à Paris. Qui était très bien pendant la période du Covid. Tout le monde allait à Montsouris, alors qu'ici... C'est possible. Et avant, c'était quoi? Avant, comment ça devenait? C'était les enceintes de pierre. Il y avait 3 bastions pour commencer, qui sont agrandis. Puis ensuite, ils ont fait un terrassement. Puis, ce qui fait que, un autre élément que j'aurais pu... dont je vous parlerai, vous le verrez avec la province de France, certaines maisons vont un peu déroger aux règles d'urbanisme de la cité. En fait, parce que justement le terrain est un peu compliqué. Les terrains parisiens sont criblés de carrières et la cité aussi souffre, si on veut, de cette situation parisienne, pas que parisienne, et ce qui fait que certains lieux, certaines maisons vont devoir revoir aussi bien leur espace, mais aussi leur orientation. Si vous prenez la maison du Japon, par exemple, elle est un peu de travers, si vous regardez bien, elle est un peu de travers par rapport à l'axe de l'avenue de Rockefeller, par exemple. C'est lié justement à ces présences de carrières. Là, vous avez aussi la maison de la province de France, où en face, il n'y a rien. Et on peut se demander pourquoi il n'y a rien, puisque si on regarde, on voit bien qu'il y aurait pu avoir un... C'est qu'aussi, en sous-sol, c'est compliqué. Donc voilà, il y a aussi ces contingences géologiques
on veut, qui obligent. Voilà. Il y a des pays qui ont parfois refusé tel ou tel lieu, on verra, et puis d'autres qui vont se mettre en cohabitation. Si on prend l'Arménie, Monaco, vont être liés, vous verrez quand vous passerez devant, la province de France, l'Arménie, Monaco, sont un peu symétriques au niveau de la forme, mais elles sont reliées par un couloir, par une coursive, avec les provinces, pour mutualiser les activités. Voilà. Donc il y a quand même des choses comme ça qui peuvent se faire suivant les lieux. Et du coup, suite à la construction du périphérique, ça veut dire qu'il y a une partie des 40 hectares qui se trouve sur la commune de Gentilly, c'est ça? Pas vraiment, parce qu'en fait, oui, c'est pas totalement faux d'ailleurs, parce que si vous regardez les arts et métiers, voilà, les arts et métiers se trouvent de l'autre côté du périph'. Elle est connectée par le nouveau bâtiment, un autre bâtiment des arts et métiers, construit 10 ans plus tard d'ailleurs, avec le même style architectural, c'est amusant, par une passerelle, qui aujourd'hui est en réfection. Mais effectivement, ne se trouvait pas là au départ, évidemment, le périph' est passé par là. Mais le périphérique ne délimite pas forcément Paris. Non, il y a une bande de 20 mètres à peu près de l'autre côté. Donc le périph' est à Paris, mais en même temps, on a bien compris, avec Hidalgo d'ailleurs, que le périph' était à Paris, mais n'a pas du tout, on va dire, juridiquement, je crois que c'est au niveau du droit, c'est bien plus, je crois que c'est au niveau de la région. Oui, non, c'est Paris qui en a la charge. Qui en a la charge, mais en même temps, c'est comme il y a un droit, enfin, c'est tout à fait clair, qui fait que Paris ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. Et la date de construction de la maison internationale est postérieure à oui, là où 36. 33, ça a duré longtemps, hein, entre les premiers plans et puis le dernier, la construction, 18 mois, c'est quand même assez rapide. Il a fallu à peu près 3 ans, je crois. Et du coup, l'industriel Deutsche de la mort, lui, il est mort avant même que ça se construise. Ah oui, d'accord. Il est mort un an avant la création, enfin avant le... C'est lui qui a financé la totalité de... Non, juste les 7 pavillons. Ah oui, oui, ça. L'ensemble de ces bâtiments. Ouais, mais évidemment, c'était déjà un peu juste, même déjà avec ce qu'il avait offert. Si vous permettez, vous m'avez autorisé à ce que je vous filme, je vous donnerai la vidéo, mais malheureusement, quand je balaye, il y a des personnes qui peuvent être sur la vidéo. Alors, en parlant de droit, oui. Par rapport au droit à l'image, est-ce que vous acceptez que je mette la conférence de monsieur? Un papier, Ah oui, donc, ça c'est pour le photographe de la cité. Voilà, moi je suis complètement indépendant, je suis amateur, bénévole. J'ai une chaîne sur YouTube qui s'appelle Papito Productions, comme vous pouvez le voir. Il suffit d'aller là et vous verrez. Un mot quand même sur le parc. Je vais parler de l'agrandissement du parc et de l'agrandissement progressif du parc. On vient de passer là un axe routier, mais aussi l'aqueduc de la Vanne qui donne sur Montsouris, sur le réservoir de Montsouris, qui alimente Paris évidemment. Et c'est intéressant, c'est que au début de la création de la cité, on avait aussi le chemin ferroviaire, donc qui sera aujourd'hui le chemin ferroviaire de Sceaux, qui sera celui qu'on connaît aujourd'hui du RER B, qui au départ était en surface. Et avec l'agrandissement de la cité, dans les années 30, va être enterré. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on est à Montsouris, on voit une partie un peu dehors, un peu dedans, enfin un peu en souterrain. Aujourd'hui, si vous êtes du côté de la maison du Mexique, on peut parfois ressentir la présence du RER, les vibrations. Voilà. C'est partie de ces choses qui ont été faites par la suite. Voilà. Ce que je vous disais, donc là, on a Lucien Paille, donc qui était la maison d'outre-mer. Ça, c'est la Prade d'ailleurs. D'ailleurs aussi, c'était un bâtiment qui était à la fois un lieu de... une cantine, entre autres. C'est aussi, si je ne me trompe pas, je préfère mettre des guillemets, quand même, j'en fais l'hypothèse, mais je me souviens que c'était la Prade aussi, qui était derrière cette construction. Et aujourd'hui,
il a été intégré dans un projet d'Inventer Paris pour en faire un nouvel espace, mais depuis, avec le Covid, il ne s'est rien passé. Je crois qu'il n'y a pas que le Covid qui a fait que ça n'a pas bougé. Mais voilà, donc il y a des lieux comme ça qui sont en attente. Et en face, vous avez la maison de la Tunisie, la première, de Jean Sebaï. Voilà, elle est 1953. On retrouve là aussi tous les mobiliers de Périan, de Couvet, qui ont en grande partie disparu. Entre autres la bibliothèque de Tunisie, de Périan, hein, qui vient un peu de là aussi. Alors c'est marrant, c'est la maison d'outre-mer, mais c'est quand même beaucoup de références en bas-relief, plutôt à l'Afrique saharienne. C'est quand même assez étonnant. Mais là, on retrouve évidemment tous les éléments de la maison, le musée, Port Doré. On retrouve quelques éléments comme ça par les... Les provinces de France. C'est en face un grand espace. Ou même un arbre de tout ça, d'ailleurs. Et en face, la maison de chez nous. Pas encore ouvert. Il y a la construction. On va faire un petit arrêt ici parce que ça, même si ça ne fait pas partie de la visite, c'est pas grave. Ça compte. Alors ça c'est Alder-la-Prade aussi. Et ça c'est la fondation Rosa Abreu de Granchier, qui est en fait la maison de Cuba. C'est simple. Même si c'est pas Cuba qui a commencé, dans cette maison vous avez 30. C'est plutôt une famille de mécènes finalement, médecins, qui ont financé cette maison. Elle ne fait pas partie de la liste que vous devez voir aujourd'hui, mais c'est bien passer par là parce qu'elle est quand même intéressante pour plein d'aspects. D'ailleurs parce que la Prade n'a jamais mis les pieds à Cuba. Enfin, on ne sait pas tellement, mais je pense que non. Et qu'en fait, il a fait quelques références à la cathédrale de la Havane, par ce fronton par exemple, même si le petit balcon là vient casser un peu cet aspect que j'en dirais cultuel, on va dire. Voilà, de ce fronton, de la cathédrale, et puis il va faire d'autres références plutôt à l'architecture civile à travers les balcons et d'autres, et aussi le toit terrasse par ailleurs. La Prade, c'est quelqu'un qui n'est pas évident à saisir, il n'a pas de, comment dire, de gimmick, si on veut, architecturaux. Quand on voit qu'il a été à l'origine notamment de la Porte Dorée, du bâtiment de la Porte Dorée, qu'il a été donc évidemment à l'origine du bâtiment, ou si on prend aussi, il a été à la préfecture de Lille, il a fait aussi la Voie du Nord, des bâtiments qui finalement on ne trouve pas facile. Enfin, si on ne le sait pas, c'est pas évident d'y retrouver la patte de la Prade. Il faut savoir aussi que c'est un candidat malheureux du prix de Rome, qu'il appellera, alors je ne sais plus très bien comment il l'appellera, mais il l'appellera un peu l'idiot du XXe siècle, comme ça. Bon, finalement, il aura droit à un prix de l'Académie d'architecture par la suite, 50 ans après. Mais voilà, il va très mal vivre le fait de ne pas avoir eu ce prix de Rome. Mais ça n'empêchera pas de faire quelque chose quand même pendant cette période, sa vie d'architecte. Pourquoi je parle de cette maison aussi? C'est aussi considéré en 1932 comme la maison la plus luxueuse de la cité, parce qu'elle avait une baignoire dans chaque chambre. Voilà. Toujours, oui. Voilà. Et la seule qui va pas la concurrencer, mais qui permettra aussi d'avoir au moins une douche dans chaque chambre, c'est la Fondation Suisse. Voilà.
ce sera la seule après, en 1933, à avoir une salle de bain dans chaque chambre, visitable d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. Pourquoi je voulais revenir aussi? Oui, après, la particularité aussi, pourquoi elle était aussi connue comme étant la plus riche, c'est qu'elle était faite de boiserie et de marqueterie directement venue de Cuba par un bateau qui s'appelle l'Espagne. Voilà. C'est fort intéressant comme détail, sachant surtout que la question évidemment qui se sont posées à Breux, le Grancher, enfin cette Sanchez et se sont posées sur quel type d'architecture il fallait apposer finalement à ce bâtiment, sachant quand même qu'on était dans un pays qui a été longtemps colonisé par l'Espagne, puis ensuite les Américains vont venir s'installer si on veut, et justement là on retrouve quand même pas mal de choses de l'architecture espagnole, hispanique, et ça peut paraître étrange vu que cette famille, dans l'histoire de cette famille qui va financer cette maison, vont être aussi des indépendantistes féroces contre l'Espagne, enfin contre, pour retrouver leur indépendance, mais ils vont le faire aussi face, aujourd'hui ils vont prendre cette architecture plutôt pour faire contrepoint avec un autre type de colonisation, la colonisation américaine. Voilà. Du moins, c'est ça aussi qu'il y avait derrière ce discours, cette architecture. Donc on retrouve quand même là quelques éléments. Alors ici, comme je vous l'ai dit, on a cette connexion entre l'Arménie, le Monaco de chaque côté, et on voit cette coursive qui donne sur la maison des provinces de France. Voilà. Donc il y a des mutualisations qui se font. Vous remarquez qu'on a une certaine symétrie au niveau des bâtiments entre Abreu de Grancher, l'Arménie, Hellénique, Monaco. Alors après, province de France se trouve bien seule face à un terre-plein sans arbres d'ailleurs, certainement lié à la situation souterraine, voilà, à des questions de carrière, de présence de carrière, qui fait qu'il n'y a aucune construction en face. Mais voilà, les formes, l'organisation quand même n'est pas totalement au bon vouloir de chaque pays. Il y a vraiment un plan d'urbanisme pour la cité qui était prévu à l'avance, et c'est à l'architecte, soit du pays ou l'architecte français, de s'installer dans le plan masse. Voilà. Dernière maison, bon, je ne vais pas vous parler de ça, ça va être très long, si je commence dans une demi-heure, je suis encore. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur elle. Là, on est devant la Méaz, donc, qui s'appelait avant la maison de l'Indochine, puisqu'elle c'était la maison où on retrouvait tous les étudiants de l'Indochine française, tout simplement, financés non pas par la France, mais financés par des industriels, enfin des entrepreneurs locaux, pas seulement français, mais aussi locaux. Mais justement, ils vont avoir des difficultés à trouver l'argent. Sur place, ça ne sera pas si évident que ça. L'idée au départ était évidemment de faire venir des Vietnamiens, des Cambodgiens, des Laotiens, ici, s'instruire et repartir pour justement développer l'Indochine. Et le problème, c'est que sur place, ils vont avoir beaucoup de mal à trouver de l'argent. Ça va être une des maisons qui va avoir le plus de mal à trouver de l'argent de toute son histoire, assez tumultueuse. Elle sera connue pour d'autres raisons, mais cette maison va connaître aussi pour avoir une cuisine clandestine pendant un temps. Voilà. Il y a un télémarché, malheureusement, qui était là aussi pour permettre l'investissement et aussi la création de bourses pour des étudiants ici à la Cité. Donc ça ne va pas durer très longtemps puisque la Cité va s'en rendre compte et va demander l'arrêt total. On va aussi retrouver des choses totalement interdites, comme ici il y aura un hôtel pour les ancêtres, voilà, alors que ça c'est pas possible. Comme tout autre aspect culturel évidemment, donc ça sera considéré comme tel, donc totalement interdit. Et donc voilà, c'est une maison qui va avoir beaucoup de difficultés, qui va être construite par deux architectes français. Et comme on peut voir aujourd'hui, sa rénovation va être faite sous l'égide de ParisTech. Un peu comme ici avec Abreu de Grancher qui va être sous l'égide de la PHP. Qui permet donc à ces écoles, enfin,
à ces institutions d'avoir le droit de mettre quelques étudiants dans ces maisons. C'est pas si mal. Là on voit, alors, qu'est-ce qu'on retrouve au niveau architectural ici dans cette maison? Une forme, certains diraient de caserne, mais en fait justement ils ont essayé de casser cette expression de caserne par ce système en étage, en épanelage, et dans un site assez contraint, je dirais, de cette forme dite parisienne, qu'on dirait, mais avec quelques éléments tirés de l'architecture indochinoise, si vous voulez, avec là d'un côté ce bas-relief du dragon, ces tuiles vertes vernissées, ces macarons, ces bacs de tourterelles aux abords, des toits, des couleurs qui rappellent. Et on verra justement, pour finir, le théâtre, qui lui aussi fait référence à la culture indo-chinoise, pour faire large, mais qui est plutôt orienté Vietnam, globalement. Voilà. Le dragon est juste là. Là, c'est le collège néerlandais, le collège néerlandais. Non, c'était Dudok. Voilà. Alors lui, alors, grosse référence, évidemment, je pense que on n'est pas en Suisse, c'est sûr. On retrouve le piano, évidemment, comme dans tout théâtre. Il faut savoir que tout est totalement faux. Voilà. Il n'y a rien de verni, comme on peut le voir dans certains temples. Tout ça, c'est du béton. C'est une question financière. Bon, ça joue assez bien son rôle. Théâtre. Alors, pour les éléments qui ont eu la guerre et la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'œuvres d'art et maisons vont disparaître. Certaines vont être saccagées, d'autres vont disparaître. En particulier ici, il y avait une peinture qui a été retrouvée vraiment, alors j'ai plus les dates exactes, mais assez tardivement. C'est une peinture d'un artiste qui s'appelle Défaut, qui a fait les beaux-arts de la mode, qui a aussi été les beaux-arts de Paris, qui est un peu un impressionniste vietnamien, et dont la peinture qui au départ était au dernier étage, elle a été remise à l'entrée. On ne peut pas la voir aujourd'hui, mais c'est une peinture que vous pouvez trouver facilement sur Internet. On voit en fait une scène du quotidien. Ça, c'est ce qu'on va voir aussi pour plein de Fujita, par exemple, on va voir ça aussi dans d'autres maisons, où parfois on va réussir à retrouver. Là, je crois, on ne discute pas pour les mêmes raisons. La maison des États-Unis, on va retrouver derrière d'autres peintures, d'autres nouvelles peintures importantes quand même, dans la grande salle de la maison. Pour dire aussi qu'il y a la perte aussi de mobilier. Certaines maisons vont avoir cette chance d'en conserver parce que certaines sont en béton accrochées au sol, comme celle du Brésil, par exemple. Quand le mobilier est totalement accroché, il est normalement à la surface. C'est beaucoup plus compliqué de faire disparaître. Je pensais évidemment à du mobilier de Cornu, à la Fondation Suisse, où on a plutôt des canapés en béton avec un travail sur la céramique. Et puis d'autres vont disparaître. Comme je disais, il y a des
fauteuils de Perriand, des tables, pour les plus connus évidemment, il y en a d'autres. Certains ne vont pas attendre la guerre, enfin, après la guerre pour disparaître. La Maison du Mexique, qui avait aussi beaucoup de bibliothèques de Perriand, des meubles de Perriand vont se retrouver sur le marché international dans les années 80. Je sais pas comment, c'est comme ça. Évidemment, aujourd'hui, beaucoup de maisons essayent de récupérer ces mobiliers, mais les moyens faisant, c'est pas toujours évident. Certaines rénovations, il y a des maisons qui essaient de conserver. Là, la maison de la Tunisie, après la rénovation, on essayait de conserver une chambre témoin, qui n'est pas visitable, contrairement à d'autres maisons. Mais voilà, on a aussi les provinces de France, où on avait un type, on va dire, régional. Je pense à, par exemple, je sais pas, de la province de France, il y en avait pas mal. Il y avait la région, on ne parle de la Lorraine, il y avait la Bretagne, il y avait voilà, à chaque fois un type de décoration qui a été rénovée et réhabilitée. Quand cette maison, la MEAS, qui s'appelle comme ça aujourd'hui, ne s'est pas toujours appelée comme ça, elle s'est appelée au départ la maison de l'Indochine. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où le Cambodge a demandé à avoir sa propre maison, le nom de la MEAS, enfin la MEAS, ça ne s'appelle pas la MEAS, le nom de l'Indochine ne pouvait plus s'appeler comme ça. Puis après, avec évidemment les mouvements indépendantistes, les choses ont dû être revues au regard justement de cette nouvelle situation géopolitique. Donc aujourd'hui, ça s'appelle la MEAS, donc la Maison des étudiants d'Asie du Sud-Est. Asie du Sud-Est, c'est tellement large qu'au moins là, on risque pas de se tromper, on va dire. Et ce qui est intéressant, vous tombez sur le Cambodge, qui finalement a réussi à avoir sa maison, puisque vous pouvez l'avoir aujourd'hui, a vécu un moment tragique dans les années 70, avec l'arrivée des Khmers rouges. Voilà, les Khmers rouges, qui va avoir un impact aussi ici dans la cité, puisqu'il va y avoir une attaque au sabre entre deux factions dans la maison, qui fera un mort, entre autres le directeur de la maison. Voilà. Qui va fermer, qui va donc induire une fermeture de la maison jusqu'en 2003. D'autres événements sont arrivés. Il y a celle de la Vicenne, donc la maison de l'Iran, qui elle aussi va fermer au moment du changement politique, hein, après le départ du Shah. Ça va rester un petit peu. Et puis, la République islamique va demander à fermer cette maison, considérée comme un lieu de sédition, voilà, entre autres. Donc elle va être fermée. Donc là, il y aura aussi des problématiques violentes, hein, évidemment. Je ne sais pas les détails à ce sujet, mais elle va rester fermée, elle va changer de nom, elle va s'appeler Avicenne, elle va conserver quand même cette filiation iranienne, mais beaucoup moins, pas directement liée au gouvernement, mais plus à une histoire, donc un philosophe iranien, donc Avicenne. Je pense qu'elle va conserver ce nom-là, puisque de toute façon elle est plus financée par l'Iran, puisque maintenant c'est la LIGP qui a fait la rénovation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai totalement débordé du temps. Désolé. Si vous avez autre chose à faire, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Vous allez voir si vous vous dire. En règle générale, le financement de la construction des maisons est pris en charge par le pays de la maison? Pays ou l'institution. D'accord. Et en général, soit elle transférait la responsabilité ensuite à la cité, soit elle regardait la gestion. Donc l'entretien. L'entretien, tout à fait. Il y a, on va atteindre presque 8000 chambres, normalement d'ici 2025. On a aussi bien des studios que 3 pièces, hein, puisqu'il y a la possibilité à des chercheurs de venir en fait, vraiment toujours dans des règles de qualité quand c'était imposé, un an, 2 ans, 3 ans maximum. Et pour ça, il faut évidemment que ces personnes qui sont internales, dans la famille, permettent de vivre avec la famille dans ces lieux.
tout ça se fait toujours maintenant de manière centralisée à travers le site. Il y a à peu près plus de 120 nationalités qui vivent à peu près en moyenne chaque année. Le plus gros contingent, c'est la Tunisie, la France, les États-Unis à tendance aussi. Ça change évidemment tous les ans. Et on a à peu près, pour à peu près presque 7000 chambres actuellement, sur 7000 lits, on a à peu près 12 000 étudiants par an. En moyenne, c'est parce qu'en fait, tout le monde ne reste pas 1 an, on est à 6 mois, 3 mois. Voilà. Donc c'est explique pourquoi il y a plus d'étudiants à l'année qu'il y a de places dans la cité. Il semblerait qu'il reste une place après l'Égypte. Il n'y aura pas d'autres places. Voilà. Oui, c'est par rapport à il y a une sélection qui se fait au niveau local, au niveau pays, mais aussi ensuite c'est à la cité de décider. C'est vraiment une plus de demande qui vient de. C'est la. S'il y a un transfert de responsabilité, un transfert de la cité, c'est la cité qui s'en charge. Si c'est les pays qui conservent la gestion, il y en a, comme on a vu avec le collège ou le Portugal par exemple, c'est le pays qui est chargé. Et il y a un collège en fait, une sorte de CA si vous voulez, composé à la fois d'universitaires, des agents de la mairie de Paris, de l'académie. Voilà. Donc c'est une composition comme ça assez hétéroclite, où il demande une personnalité venant de ces pays qui ont ces maisons, qui ont la gestion. On se les donner 28 maisons sont de pays, le reste sont des institutions, des écoles. On pense à l'amitié en particulier, c'est le plus important. Et ensuite le terrain, le parc, maintenant il est géré par la mairie de Paris. Alors pas toujours. La Chine, par exemple, transfère sa paye. On paye la construction. La propriété de la maison, c'est ça la question. Est-ce qu'elle elle reste au pays ou est-ce qu'elle est transmise à... Elle est transmise à la cité. À la cité. Tout à fait. Donc c'est la cité qui est propriétaire des maisons. Oui, ce qui n'empêche pas, par exemple, d'avoir la présence d'un directeur, en général, d'une maison, qui est le directeur. Oui, voilà, c'est ça. La différence entre le propriétaire qui donc a la charge de l'entretien des gros travaux de la maison, voilà, et la gestion. Et la gestion, non, c'est la Chine, par exemple, elle a dit, hop, c'est totalement déchargé. Ils payent pour la construction, puis après, c'est vous débrouiller. Deuxième question, comment ça a traversé les années 68 ? Ah, un grand moment ça. Alors, j'ai pas trop de détails parce que c'est tout récent. Enfin, je commence à m'intéresser à la question, mais je sais que 68 ça a été un moment difficile pour la cité, puisqu'il y a eu effectivement un mouvement d'autogestion de la cité. En plus, c'est fait dans une période assez longue, ça a duré quelques années, puisque derrière il y avait aussi le problème avec le Cambodge. Donc beaucoup de Cambodgiens se sont souvent cachés dans d'autres maisons. Je sais que la Suède a été à un moment donné un lieu pour certains Cambodgiens qui voulaient se cacher. Et puis aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un système d'autogestion. Beaucoup de personnes... Alors, le problème, c'est que souvent les sources n'osent pas dire les choses. Alors, je ne sais pas si c'est juste ou si c'est pas vrai, mais on parle de personnes qui n'étaient pas françaises ou des migrants, par exemple. Bon, c'est pas très clair à ce sujet, mais ils se seraient installés dans la cité pendant plusieurs mois, au point de créer pas mal de désagréments. La cité, pendant un temps, a plus ou moins laissé faire, au début du moins, jusqu'à ce que ça dégénère, évidemment. Enfin, évidemment, ça dégénère chaque fois, mais il y a eu quand même des problèmes de gestion, de sécurité à ce moment-là, et la cité a décidé de reprendre la main. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment... Je veux bien vous croire, parce que moi je l'ai vécu dans les universités à Grenoble, il y avait un peu tout et n'importe quoi qui était habité dans la cité. Bah, c'est ça. Oui, tout le monde habitait, c'était une joyeuse communauté. C'était une joyeuse communauté, voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça ne pouvait plus. Voilà, ça devenait compliqué en termes de sécurité, de gestion, parce que
C'était vraiment un système autogéré, mais voilà. Qui a duré pendant quelques années. Ah ouais, quelques années. Il y a une bonne dizaine d'années. Oui, parce que ça a même été, ça a duré même le temps de ce qui s'est passé avec le Cambodge, par exemple, donc, qui se cachait parce qu'ils ne pouvaient pas donner leur nom, parce que s'ils donnaient leur nom, ça posait un problème par rapport à d'autres personnes qui voulaient les passer par les armes. Donc c'est intéressant parce que bon, c'est en lisant quelques ouvrages, pas directement de la cité elle-même, mais plutôt sur les maisons. Les maisons sont peut-être parfois plus ouvertes sur l'histoire. Si vous lisez l'histoire de la maison de la Suède, c'est beaucoup plus ouvert sur la question de la précision que la cité elle-même. C'est difficile de trouver des choses dans l'histoire de la cité. Il y a un très bel ouvrage d'ailleurs, mais ces questions liées à la saison 8 par exemple, pas grand-chose. Il y a d'autres questions? Oui, oui, tout à fait. Suivant évidemment les maisons, c'est pas le même prix. Suivant aussi s'ils sont en dortoir ou s'ils sont en appartement ou en chambre. Ça tourne autour des 330 à 800, voire plus. C'est pas assez loin. Donc ça reste toujours très abordable au regard des tarifs parisiens pratiqués par les... Voilà, c'est à peu près ça. Nous, dans l'école de Belleville, on a quelques étudiants cambodgiens qui viennent et qui ont leur chambre. Enfin, il y a des écoles qui ont des chambres attitrées. C'est-à-dire des écoles d'architecture, il y en a quelques-unes qui ont des places attitrées. Tous les ans, bon, évidemment, il faut qu'elles les remplissent, sinon on va pas les passer à quelqu'un d'autre. Mais c'est un peu ça. Donc, suivant évidemment les moyens des étudiants, s'ils ont fait une bourse ou des bourses. Et Benjamin et moi, j'avais un étudiant, il était en chambre seule pendant 2 ans, il avait une bourse, il payait presque 500 et quelques, et là maintenant il n'a plus de moyens, mais il peut rester encore, donc il paye 300, voilà. Mais il n'est pas tout seul. Et donc ça veut dire qu'il y a des étudiants qui peuvent accéder dès leur première année d'études? Ah ben non, lui il était déjà en master. Oui. Ah oui, d'accord. Oui. Jamais licence. C'est la limite. D'autres questions? Enfin, j'en ai plein d'autres en tête, mais sinon on a encore deux. Non, on va parler. Mais bon. Alors, moi c'est 2 heures. C'est du mal des fois à dire. Ouais, déjà 1h30, c'est pas mal. Ça. Voilà, c'est à peu près ça. Nous, dans l'école de Belleville, on a quelques étudiants cambodgiens qui viennent et qui ont leur chambre. Enfin, il y a des écoles qui ont des chambres attitrées. C'est-à-dire des écoles d'architecture, il y en a quelques-unes qui ont des places attitrées. Tous les ans, bon, évidemment, il faut qu'elles les remplissent, sinon on va pas les passer à quelqu'un d'autre. Mais voilà. Merci. Merci beaucoup. J'ai ma petite fille qui vient d'intégrer l'école de Belleville. Ah, d'accord, super. Laïna, peut-être que... En première année? Première année. Je ne les ai pas encore eu moi cette année, les premières années. J'ai eu les deuxièmes là. Vous enseignez dans plusieurs écoles? Oui, à Belleville, à la Villette. Marne-la-Vallée, non? Marne-la-Vallée, non. Alors c'est un peu difficile à Marne-la-Vallée d'accéder. C'est fermé ici. Ouais, très fermé, tout à fait. Ah non, c'est... C'est pas la seule, hein. Marseille, ils sont pas mal aussi, pareil. Oui, si, c'est Belleville, boulevard de la Villette. C'est ça, boulevard de la Villette. C'est là qui crée la confusion d'ailleurs. Ouais. Avec l'école de la Villette qui est ouais. Et la vue de Flandre. On n'arrête pas les petits. Ça y est, c'est... Eh bien, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à vous.